Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un kata, un kata sur le Tell Don't Ask Principle. Mais avant de mettre les mains dans le code, j'aimerais bien qu'on voit ensemble en fait de, de quoi il s'agit, le Tell Don't Ask Principle. Comment identifier un code qui viole ce principe-là. Et vous verrez avec moi que la plupart des codes que l'on rencontre au jour le jour ne respectent pas ce principe qui est un principe fondamental de l'Object Oriented Programming. Et vous allez vous en rendre compte après que la plupart des programmes violent ce principe-là. Donc, dans un premier temps, je vous propose de voir cette petite diapositive. C'est juste 5 pages, c'est pas beaucoup. Mais question de faire le tour et identifier, en fait, comment reconnaître un programme qui viole ce principe et après, comment apporter des solutions, comment refactorer ça. Donc, moi, c'est John El Hajama, plus connu sous le pseudonyme de Paul Disto, développeur. Et là, vous avez mon mail au cas où vous voulez me contacter. Alors, je vais prendre l'exemple d'un... Alors, excusez-moi pour si vous entendez du bruit. Il y a pas mal de bruit. Je suis désolé. Donc, je vais prendre l'exemple d'un objet A et d'un objet B. Donc, quand dans un programme, dans un code, vous voyez que l'objet A fait ce qu'on appelle du requêtage, du querying, beaucoup de querying vers les données d'un objet B, pour après pouvoir effectuer des opérations là-dessus. Là, vous identifiez clairement une violation du principe. Et c'est ce qu'on appelle le feature envy. Donc, le feature envy, c'est quoi? C'est-à-dire l'objet A, en fait, envie l'objet B. Il aimerait être l'objet B. Ouais. C'est ça ce qu'on appelle le feature envy. Et en Object Oriented Programming, un objet doit avoir un état, doit avoir des données qui stockent, en fait, qui définissent l'état de l'objet et des opérations qui vont manipuler, en fait, cet état-là, qui vont agir sur ces données-là. Ouais. Donc, la conséquence de ça, du Tell Don't Ask Principle, c'est que ça renforce ce qu'on appelle l'encapsulation. Et là, je le dis tout de suite sans détrompez-vous, l'encapsulation, c'est pas ce que la plupart c'est pas ce qu'on enseigne dans la plupart des formations, à savoir une classe avec des attributs private et avec des getters et des setters, et puis voilà. On respecte l'encapsulation. C'est pas ça l'encapsulation. C'est loin d'être ça même. Et c'est ce qu'on apprend dans la plupart dans nos formations. Autre chose qu'on remarque aussi souvent dans le code, c'est qu'on a un mélange de ce qu'on appelle des objets et de ce qu'on appelle des data structures, des structures de données. C'est deux concepts différents. Donc, les objets, cette définition-là, en fait, je l'ai puisée du livre de Uncle Bob, le Clean Code de Uncle Bob, et que je recommande vraiment à tout développeur d'avoir sous la main. Ouais, c'est une référence, vraiment. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs livres que Uncle Bob a écrit, sincèrement. Et voilà, je l'ai toujours sous la main. Donc, Uncle Bob dit quoi? En fait, un objet, en fait, doit cacher ces données et exposer des fonctions publiques qui agissent sur ces données. Alors qu'un data structure, une structure de données, en fait, expose ces attributs de manière publique
et il n'y a pas de fonction qui agit sur ces données. Ouais. Donc, data structure, c'est comme juste ce qu'on appelle des data transfer objects. C'est des DTO, d'accord? Des DTO, donc on les utilise la plupart du temps pour faire ce qu'on appelle du parsing, récupérer des données, parser vers un autre format de données, etc. C'est pour juste transférer des données. Il n'y a pas vocation d'avoir des comportements, des méthodes là-dessus. Ouais. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est avoir des structures de données qui ont des champs publics, pas de fonctions, d'accord? Et à l'inverse, pour les objets, on a des champs, des variables qui sont privées et des fonctions publiques exposées pour pouvoir agir sur ces données-là. Du coup, là, je vous conseille de résister à la tentation, vraiment, parce que les idées ne nous encouragent pas. Il y a aussi Lombok, où vous créez votre classe, vous créez vos champs, vous annotez automatiquement avec data ou getter, setter, ou bien même vous avez l'IDE, Control Alt S, je ne sais plus raccourci, ou Command N si vous êtes sur Mac, Generate Getter and Setter, et puis voilà. Il faut résister à cette tentation-là. Il faut vraiment résister à cette tentation-là. D'accord? Avant de générer un getter et un setter, demandez-vous, est-ce que j'ai effectivement besoin de ce getter et de ce setter? Pourquoi je génère ce setter? Pourquoi je génère ce getter? D'accord? Il ne faut pas résister à la tentation de générer ça à la volée comme ça, sans réfléchir. Parce que c'est ça, au fait, qui amène à coder du procédural en utilisant un Object Oriented Programming Language. D'accord? Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, hein, moins inclus, d'accord? C'est ce qu'on fait dans la plupart de nos codes, quoi. C'est-à-dire, on fait du procédural avec un langage orienté objet. Donc, on n'exploite pas à fond les avantages, en fait, on n'exploite pas à fond en fait, les fonctionnalités, en fait, ce que nous offre l'Object Oriented Programming. D'accord? Et là-dessus, vous pouvez voir un article de Martin Fuller sur son site qui explique bien ça. Donc, évitons de faire du procédural avec avec un langage à vocation orientée objet. D'accord? Donc, le fait de ne pas respecter le tell, don't, ask principle, ça a des conséquences, d'accord? Notamment, on peut voir clairement que ça viole le dry principle. Le dry, c'est don't repeat yourself, d'accord? Ça viole le dry principle. Dans quel sens? Dans le sens où vous avez, je prends toujours l'exemple de l'objet A avec l'objet B. Hein. Donc, vous avez l'objet A qui fait du querying, qui fait de la requêtage, du demande, en fait, qui interroge l'objet B pour récupérer ses données internes pour après faire ses opérations. Ouais. Vous avez par exemple l'objet B aussi, qui fait beaucoup de... l'objet C plutôt, qui fait beaucoup de querying aussi vers l'objet B. Vous avez un objet D, pareil, qui demande, qui fait aussi beaucoup de querying vers l'objet B. Donc là, vous vous retrouvez avec une logique qui est dupliquée. Est-ce que vous voyez? Vous vous retrouvez avec une logique qui est dupliquée. Donc, quand on dit duplication, là, on dit, voilà, maintenance de code, voilà, assez difficile. Hein? Donc, il faut vraiment, en fait, supprimer tout ça. Il faut refactorer. D'accord? Donc, ça, c'est une première conséquence. On viole le dry principle. D'accord? On se retrouve avec, dans notre code base, beaucoup de bouts de code dupliqués partout, en fait, dans plusieurs endroits. Aussi, une autre conséquence, c'est ce qu'on a, on se retrouve avec ce qu'on appelle des anemic domain models, modèle de données anémiques. C'est quoi un modèle de données anémique? Et ça aussi, on le retrouve hein, tout le temps hein, dans notre application. Un modèle de données anémique, c'est, vous avez une classe, vous avez des attributs et vous avez des getters et des setters. Peut-être avec un string, toString, et basta. C'est ça un modèle de données anémique, en fait, qui n'a aucun comportement. D'accord? Aucune fonction.
rien du tout. C'est une structure de données, mais c'est pas un domaine object. D'accord. Il faut vraiment faire cette séparation-là. Il faut vraiment faire cette séparation-là. Structure de données et objet, c'est deux choses différentes. DTO et object, c'est deux choses différentes. Aussi, une autre conséquence, c'est qu'on viole ce qu'on appelle le law of Demeter principle, ou bien le principe de, voilà, du moindre connaissance. C'est-à-dire, moins l'objet A en sait sur l'objet B, et mieux c'est. C'est ça le principe. D'accord? Donc, Uncle Bob, dans son livre dit, a class should only talk to its immediate friend and don't talk to stranger. D'accord? Donc, pour mieux cerner ce principe-là, vous avez un exemple. Hein. Vous avez un exemple. Voyons par exemple là, une personne. Vous voyez l'objet personne. D'accord? Il interroge, en fait, là, il fait un get address, donc, point get country. Il en sait beaucoup. Il en sait beaucoup. Ouais. Donc, pourquoi ne pas faire simplement if person lives in? Donc, est-ce que si la personne habite au Sénégal? Mais là, l'objet personne sait qu'il y a un objet adresse, c'est qu'il y a dans adresse ce qu'on appelle un objet country. Ouais. Donc là, on se trouve à faire de la navigation. Ouais. On se trouve à faire de la navigation et vous pouvez clairement voir que quand on refactor ça, c'est plus parlant déjà. C'est plus parlant. Et un programme doit être parlant. C'est un langage. C'est un langage. Beaucoup de développeurs oublient ça. C'est un langage. Un langage, en fait, ça doit être parlé, ça doit être compris aussi par les autres. D'accord? Et Uncle Bob dit toujours qu'on passe la majorité de notre temps à lire et à essayer de comprendre du code plutôt que à écrire et à implémenter les fonctionnalités ou bien la fonctionnalité demandée. D'accord. Pourquoi? Parce que le code est mal écrit. Alors qu'un code doit être lisible, compréhensible, même par les non-développeurs. D'accord. Ça doit être compréhensible, même par les non-développeurs. Par exemple, le métier. Le métier doit pouvoir venir lire et comprendre. Voilà. Parce que le code, ça doit parler. D'accord. Donc là, vous voyez clairement que quand on refactor et on met personne lives in Sénégal, qu'est-ce que ça signifie si la personne habite au Sénégal? C'est aussi simple que ça. Ouais. Après, je dis pas, ouais, voilà, c'est fini. Donc je dis pas que, voilà, l'idéal, ce serait d'avoir une classe avec des attributs publics. Et pas de getter, pas de setter, pas de fonction là-dessus. Ça, ce serait l'idéal. Mais on est tous d'accord que voilà, c'est impossible avec autant l'avènement de ce qu'on appelle les Java Bean. D'accord? Il faut se conformer à ça. Et puis, autre part, il y a Sonar. Il y a Sonar qui va râler. Si vous déclarez juste vos attributs publics sans getter, setter, là, vous avez Sonar qui va râler. Donc, du coup, on est obligé juste pour se conformer dans nos data structures, de déclarer nos variables private et de les mettre, de générer des getters et des setters. On est obligé. D'accord? Mais l'idéal vraiment serait juste d'avoir des champs publics avec l'absence de getter et de setter. Ouais. Du coup, alors là, je ne sais pas si vous avez cerné un peu l'avantage de ce principe-là, hein, le tell non as principle. Mais voilà, grosso modo, quand vous vous retrouvez en face d'un code où vous voyez que un objet fait beaucoup d'appels vers un autre objet pour récupérer ces données, donc là, identifier clairement qu'il y a des violations ici et appliquer le tell don't ask principle. C'est-à-dire quoi? L'objet doit dire à l'objet ce qu'il doit faire. Point. Il ne doit pas faire du querying, du requêtage de l'objet B pour après pouvoir effectuer ces opérations. Donc, c'était tout. Je ne vais pas exploser le temps.
Là, on a fait presque 15 minutes, mais je pense que vous avez un peu saisi le concept. Donc là, vous avez le lien vers le kata. Et tac, 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 tac. Donc on va directement aller là-dessus. Hein. On va directement aller là-dessus. Et je vous propose de voir ça pour la deuxième partie de ce tutoriel. On va essayer de voilà, de plonger dans le code et de résoudre ce kata là. Donc à tout à l'heure. Ciao. Et si vraiment voilà, vous n'avez pas trop cerné le principe, n'hésitez pas à me pinguer. Vous avez mon adresse mail ou bien en commentaire. Et après, on peut échanger là-dessus. Alors, on se dit à tout à l'heure pour la seconde partie.